on pourrait demander aux élèves qui sont un peu plus interactifs, de ceux qui peuvent allumer leur caméra parce que c'est quand même plus agréable. Oui, Ouais. c'est vrai. Oui. Voilà. Moi, je me bats à chaque fois pour qu'ils allument. Donc, Je suis voilà. d'accord. Voilà. Donc, essayons de. Je peux vous dire, pour avoir fait beaucoup des séminaires, qu'on commence tous maintenant à forcer, à demander à ce que tous les participants allument parce que ça fait une certaine convivialité. Ça Ouais, je suis permet d'accord. de retrouver un petit peu ce qu'on a perdu. Oui, c'est vrai. Du coup, il faudrait juste. Mais moi, je sais pas sur ma tablette si j'arrive à faire le partage. Je vois des têtes commencer à s'afficher. J'en vois qui mangent. Bon appétit. J'ai commencé l'enregistrement. Hein. Ça a commencé l'enregistrement. On fera un petit montage. Non, mais on voit pas les caméras, on voit juste l'écran. Oui. Je suis pas sûre. Là, vous voyez mon écran ou pas? Oui, oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Bon, on peut démarrer peut-être, Cécile. Oui, moi, ça me va. Allez, bah, vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous lançons donc la 6e édition du défi IA. Il y a maintenant 6 ans que la première édition a eu lieu. Au départ, c'était parti de 3 formations, INSA Toulouse et Université Paul Sabatier avec les masters CID et MAPICUB, et donc la filière GMM pour l'INSA. Maintenant, ça a pris, donc au fil des années, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et on a maintenant beaucoup d'autres universités au niveau national qui interviennent. Alors là, ici, on a mis les logos des universités et des écoles qui participent. Je les passe en revue rapidement. Il est possible que cette année, il y en ait à nouveau qu'il y en ait des nouvelles. À Toulouse, on a TSE qui participe également, donc en même temps que l'université Paul Sabatier, donc avec les masters CID et MAPICUB. Et pour Toulouse, on a aussi évidemment l'INSA de Toulouse, mais que je n'ai pas remis ici puisque c'est le principal organisateur. Ensuite, on a l'université de Bordeaux. Là aussi, on a plusieurs masters qui interviennent donc en maths appliquées. Les universités de Rennes 1 et Rennes 2, ainsi que l'INSA de Rennes, l'université de Lyon, avec le NS Lyon également, et l'ENSET. Et puis enfin, on a aussi les universités Paris-Descartes et l'université de Saint-Étienne, et le PNAM du Pays de la Loire. Donc là, on voit qu'il y a quand même maintenant beaucoup d'intervenants. D'ailleurs, l'année dernière, pour vous rappeler quelques chiffres, il y avait donc 87 équipes inscrites au challenge. Ça représentait 276 étudiants. Et au final, ces 276 étudiants ont fait 7000 soumissions. Donc, ça montre un peu l'ampleur du défi. Et en même temps, la motivation qu'il y a aux étudiants à travailler sur ce défi et à essayer d'être le meilleur possible. Donc là, cette année, on va aborder une thématique nouvelle qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant dans les précédents défis. Là, on peut l'intituler Biais dans les bios. Moi, je ne vais pas vous en parler puisque pour ça, je vais laisser la main à Jean-Michel Loubès et Max Alford. Donc, Jean-Michel Loubès, qui est professeur à l'Université Paul Sabatier, à l'Institut de mathématiques de Toulouse, et aussi dans Anity. Donc, il va nous présenter, donc sa présentation aura pour terme la problématique de biais en machine learning. Et puis ensuite, il laissera la main à Max Alford, donc qui termine sa thèse IMT-IRIT, puisqu'il soutient lundi. Et donc lui, par contre, il vous présentera plus l'aspect technique du challenge, avec en particulier la présentation des données, comment il vous connecter, etc. Voilà. Donc, en tous les cas, je vous souhaite à tous un bon défi.
Et j'espère qu'à nouveau cette année, on aura des agréables surprises. Donc, Jean-Michel, si tu veux prendre la main, moi, j'enlève mon partage. Et prendre la main. Voilà, tu prends la main. Donc, bonjour à tous. Donc, hop, qui est la main. OK, normalement. OK, donc est-ce que vous avez bien un grand écran, les slides? Oui. Parfait, OK. Donc, je vais vous présenter rapidement des problématiques qui peuvent se passer en machine learning et qui sont liées à des thèmes dont on parle actuellement beaucoup, qui sont les problématiques de biais et de discrimination. Donc moi, je suis professeur à l'Institut de mathématiques de Toulouse et au sein de l'Institut ANITI, qui est l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse, j'occupe la chaire sur justement l'apprentissage éthique et robuste. Donc vous avez tous commencé des cours de machine learning. Vous avez vu que quand on fait de l'apprentissage supervisé, par exemple, l'idée, c'est d'avoir des ensembles de données qui sont étiquetées et l'idée, c'est d'arriver à utiliser des algorithmes de modélisation, d'optimisation pour arriver à créer un modèle qui s'adapte aux données. Donc pour ça, vous avez vos données et vous essayez de minimiser une fonction pour imaginer une fonction. Et cette fonction, dites que c'est un bon prédicteur, un bon régresseur, un bon classifieur, si sur l'échantillon qu'on vous a donné, votre échantillon d'apprentissage, vous avez réussi à bien prédire. Et pour ça, vous avez donc appris une règle qui va permettre d'être généralisable à toutes les nouvelles observations. Et en fonction il y a beaucoup de théorèmes mathématiques qui permettent de contrôler des erreurs d'optimisation, des erreurs de généralisation, des erreurs d'approximation, qui sont les 3 types d'erreurs qu'on fait quand on fait du machine learning. Mais en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Est-ce que l'IA va apprendre de l'information? Est-ce que l'IA apprend à raisonner sur les données? Ou en fait, elle est juste en train d'essayer de construire une espèce de prédicteur qui va juste utiliser les spécificités du jeu de données. Et dans ce jeu de données, c'est quelque chose qui est très vieux. Déjà, quand on faisait du data mining, on se disait, voilà, ce qui va permettre de trouver de l'information, c'est essayer de trouver des corrélations dans ce jeu de données. On a beaucoup de données, on est en très grande dimension, il y a plein d'observations. Et donc, du coup, tout l'intérêt de ces techniques va permettre d'essayer d'apprendre des corrélations entre les différentes variables pour essayer de détecter des patterns, pour détecter des comportements prédictifs, et ça va permettre de construire le modèle. Mais donc, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend une information? Est-ce qu'on est juste en train d'apprendre des corrélations et des biais? Et qu'est-ce qui se passe si ces biais, ce n'est pas ce qu'on veut vraiment, parce que en fait, ce sont des biais qui sont involontaires, ou ce sont des biais qui sont dans les données parce qu'on a mal récolté les données, ou alors parce qu'on est en train d'observer un phénomène qui possède des biais sociétaux. Et c'est ça qu'on est en train justement d'apprendre et qu'on va reproduire. Et ce qui est dangereux, c'est qu'actuellement, on est en train d'utiliser tous des algorithmes d'intelligence artificielle dans un grand nombre d'applications sans se poser la question de savoir quels sont les comportements qu'on reproduit. On généralise un état de fait, qui est ce qu'on trouve dans les données, à toutes les données futures, toutes les situations à venir, sans se poser les problématiques de biais. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a utilisé l'IA pour des tâches qui sont des tâches de reconnaissance d'image, ça marche très très bien. Et par contre, quand on a voulu l'utiliser pour aider au recrutement, eh bien, on s'est aperçu que même des géants de l'IA comme Amazon ou la société Palantir avaient du mal à avoir des algorithmes qui ne discriminent pas, c'est-à-dire qui n'utilisent pas une variable qu'on ne devrait pas regarder. Ici,
le genre des personnes pour essayer de prédire. Et donc, il y a eu des exemples assez retentissants en 2016, en 2018, qui ont amené à des procès aux États-Unis et la condamnation d'Amazon et de Palantir. Très récemment, si vous suivez l'actualité, vous savez que c'est les algorithmes de recalage de LinkedIn qui sont mis en cause parce que les algorithmes de recalage d'images dans les CV fonctionnent très mal pour des personnes qui ne sont pas de type caucasien. Donc, les gens qui ont la peau un peu plus foncée, les algorithmes ne marchent pas. Donc, en fait, ces algorithmes-là n'ont pas forcément appris à recaler, mais ont appris à jouer sur des différences de contraste et finalement pénalisent une partie de la population. Donc, comment on peut le modéliser? En fait, on se dit qu'on va essayer de rechercher à rajouter de l'équité ou de l'égalité dans le raisonnement algorithmique. Et donc, définir l'équité ou l'égalité, c'est assez compliqué. C'est plus facile de définir son opposé. Et donc, on dit qu'un algorithme est injuste si le résultat de l'algorithme est influencé par une variable qu'on va appeler S comme variable sensible. Et cette variable sensible, on se met d'accord sur le fait que cette variable ne devrait pas avoir un rôle. Alors, elle ne doit pas avoir un rôle soit pour des raisons morales, des raisons philosophiques, soit actuellement, avec le renforcement de la loi, on y reviendra plus tard, pour des raisons qui sont légales. Donc, en fait, cette variable, vous pouvez si je prends, elle peut être continue ou elle peut être qualitative. Là, on va être dans un exemple où la variable est une variable qualitative, par exemple homme-femme. Ça peut être jeune, vieux, ça peut être d'autres critères ou multiclasses. En fait, elle va découper lequel on essaie de construire un algorithme en sous-groupes. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de ces sous-groupes, le comportement de l'algorithme va avoir un comportement différent. Et donc, la prédiction va être influencée par l'appartenance à ce groupe. Donc, cette variable, vous pouvez la voir comme une variable qui divise en plusieurs catégories. Et le fait d'avoir un comportement différent ou une performance différente de l'algorithme en fonction de cette variable-là, eh bien, c'est considéré comme quelque chose d'injuste. Et donc, les gens qui font des algorithmes qui doivent être faits, donc justes, essaient de faire en sorte de ne pas considérer cette variable. Alors, dans tout ce travail-là, on suppose que les data scientists sont des gens profondément justes et éthiques, c'est-à-dire que les biais qu'ils créent dans leurs algorithmes ne sont pas volontaires. Donc, personne ne va coder en dur une discrimination, mais on va essayer de se prémunir de discriminations qui proviennent de la façon avec laquelle on a entraîné ou du choix de l'algorithme, sachant que l'algorithme n'est pas créé pour ça. Alors, juste pour vous expliquer deux situations classiques, donc voici un petit schéma. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque on veut embaucher une personne. Donc, la variable Y, c'est une variable catégorielle qui vaut soit 0, soit 1 si quelqu'un est embauché. Et on va regarder X seraient les notes obtenues l'année avant dans un lycée. Le problème, c'est que dans une université. Le problème, c'est que les universités sont toutes différentes et ont une manière de noter qui est différente, ou alors en fonction du diplôme, les notes ne sont pas équivalentes. Et en fait, la façon avec laquelle on aimerait embaucher les gens, c'est sur leur vraie valeur. Donc, leur vraie valeur, ça serait cette variable X étoile, qui est une variable cachée du modèle qui serait juste, parce que ce X étoile ne dépendrait pas de S, qui est la valeur, qui est le type de diplôme ou l'université dans laquelle vous trouvez. Or, cette variable X étoile, elle n'est pas observée. Ce qu'on observe, c'est ce X, et ce X, qui sont donc les notes des personnes, en fait, elles sont fortement influencées
par le diplôme, le type d'université. Et donc, quand on construit un algorithme de machine learning, le Y, en fait, va être construit sur cette variable X, et cette variable est une variable qui est biaisée. Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, quand on veut faire un recrutement, un algorithme qui soit juste, on va essayer d'avoir un algorithme tel que la prédiction, conditionnellement à ce X étoile, ne dépende plus de S. Donc, en faisant ça, on espère arriver à prédire en fonction de la vraie valeur inconnue, et cette vraie valeur serait indépendante de S. Donc, c'est le biais ici, en fait, il est inhérent aux données, il est inhérent avec la manière avec laquelle on est en train de regarder les données. Si je prends par exemple dans des données de CV l'heure à laquelle les gens travaillent, l'heure de sortie des gens, eh bien on sait que l'heure de sortie du bureau, en fait, elle est fortement influencée par le genre. En Europe, les femmes sortent plus tôt du bureau que les hommes. Donc, en fait, si on utilise ces données-là, eh bien, on va avoir un fort biais, une forte discrimination. Le second cadre de discrimination, c'est une discrimination qui peut être liée non pas aux variables d'entrée, mais aux variables qu'on observe. On peut imaginer une société pour lesquelles en fait, une société reproduit des biais inhérents. Par exemple, on n'aime pas confier à des femmes des postes à haute responsabilité parce que ça ne se fait pas, parce que ce n'est pas la mode, parce que ça ne s'est jamais fait. Et du coup, dans les données qu'on observe, on observe des X, on observe la décision qui a été prise, lui confier un poste en fonction des responsabilités. Mais cette fois-ci, quel que soit le profil, eh bien, la décision qu'on est en train de regarder, en fait, elle dépend de la variable genre. Donc, si vous êtes un homme, on vous confiera plus facilement un poste à haute responsabilité qu'une femme. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existerait un score, Y étoile, une décision juste. Et donc, cette fois-ci, tout le travail quand on fait du machine learning équitable, c'est d'essayer de reconstruire ce Y étoile. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le premier cas, en fait, si on a des données et qu'on suppose que la société est juste, l'idée, c'est que ce X est biaisé, et donc, quand on va essayer d'optimiser un critère, rendre juste va permettre d'améliorer la précision. On va enlever ce biais d'estimation pour trouver la vraie valeur. Dans l'autre cas, comme les données qu'on observe, c'est des données qui sont déjà totalement biaisées, le data scientist devra lui-même choisir de modifier la manière avec laquelle il va évaluer la performance de son algorithme, puisque vous ne pourrez pas le voir, puisque sur les données que vous récoltez, ces données, vous avez le Y qui est biaisé, et donc quand vous essayez de minimiser votre critère, eh bien ce biais apparaîtra. Donc même en étant le plus juste possible, vous allez essayer d'optimiser en fonction de Y étoile, mais celui-là, vous ne l'observerez jamais. Donc on est plus dans une idée ici de changer la société à long terme et se dire que les données l'algorithme aura raison sur les données, mais plus tard. Donc voici deux cadres mathématiques, et évidemment dans la société c'est plus complexe puisque vous avez souvent plusieurs types de biais qui sont mélangés. Donc juste un petit exemple, c'est un jeu de données qu'on trouve sur l'ancienne challenge Kaggle, où l'objectif était d'arriver à prédire en fonction de certaines variables qui étaient l'âge, le type de travail, les années d'études, le statut marital, une catégorie socio-professionnelle, l'origine ethnique, le sexe, le nombre d'argent que vous avez par mois sur votre compte bancaire, le nombre d'argent que vous dépensez, le nombre d'heures par semaine que vous dépensez, si vous avez un enfant ou non. On essayait de prévoir si on va vous donner un crédit ou pas. Et pour savoir si on vous donne un crédit ou pas, l'idée est de savoir si vous allez d'ici quelques années avoir un haut revenu, et haut revenu c'était plus grand
que 50 000 euros ou un faible revenu, c'était moins de 50 000 euros annuels. Donc, on était dans un cadre où on essaie de prédire votre revenu futur en fonction de vos données. Donc, c'est un jeu de données qui s'appelle le Adult Dataset, que vous pouvez télécharger sur Kaggle. Vous avez donc 14 variables, vous avez 48 842 observations. Et en fait, ce qu'on peut voir dès le début, c'est que dans les données qu'on observe, vous avez un fort biais. Vous avez un fort biais si ici on regarde la répartition des hauts revenus en fonction du sexe, du genre, pardon, mais vous avez beaucoup plus de hauts revenus pour les hommes que pour les femmes. Et vous avez de la même façon beaucoup plus de hauts revenus si vous êtes d'origine caucasienne que non caucasienne. Donc en fait, dès le début, on n'est pas dupe, et quand on essaie de faire du machine learning, il faut se poser la question, est-ce que ces biais, est-ce que ce n'est pas juste ce que je vais apprendre? Est-ce que je ne vais pas juste apprendre que quelqu'un qui est une femme d'origine non caucasienne, eh bien, je vais lui refuser un crédit, ou alors est-ce que je vais juste lui refuser un crédit parce qu'en fait, j'ai jamais vu de femme d'origine caucasienne, non caucasienne, qui ait un fort revenu. Donc en fait, est-ce que quand je vais construire mon algorithme, je ne vais pas juste prendre une corrélation et la transformer en causalité? Et ça sera très dangereux d'un point de vue, puisque vous allez le généraliser, et le data scientist, s'il fait ça, il a un rôle social très important parce que vous allez fournir à des personnes un outil. Vous avez une justification, vous avez une position qui est, vous êtes quelqu'un qui sait, vous avez la connaissance, vous avez l'environnement mathématique, et les gens ont tendance à croire ce que disent les experts. Et les gens ont du mal à remettre en cause la parole de l'expert. Donc, quand vous allez dans une banque et qu'on vous propose un crédit, si on vous dit il y a des mathématiciens ou des ingénieurs, des scientifiques issus d'universités qui ont travaillé et qui ont fait un programme pour savoir ce qui est le mieux pour vous et pour vous éviter de vous endetter, eh bien, les gens vont avoir tendance à vous croire. Ils vont dire ils ont raison finalement, heureusement qu'ils m'ont refusé le crédit. Et s'il le faut, en fait, on vous a refusé un crédit seulement parce que dans le jeu de données d'entraînement que vous avez, il n'y avait pas de femme qui était à fort revenu. Donc ça, c'est ce qui peut se passer quand on voit les données. Quand on construit effectivement l'algorithme, en fait, on va le voir. Donc, comment est-ce qu'on peut le voir? Il faut une façon de quantifier ces déséquilibres. Donc, une façon de quantifier ces déséquilibres, donc si je prends un exemple très simple où j'essaie de prédire une variable qui a deux classes, soit 0, soit 1, et ma variable S, ma variable dite sensible, c'est souvent une variable qu'on appelle sensible ou variable protégée, elle prend deux valeurs, elle prend soit 0, soit 1. Et eh bien, en fait, on va essayer de regarder si le classifieur, ici je l'appelle G, est-ce que ce classifieur va favoriser un groupe par rapport à un autre? Et une façon de regarder, on va regarder la fréquence avec laquelle le classifieur va donner un succès pour des gens qui sont dans le groupe minoritaire. Donc, c'est la probabilité que G de X soit égal à 1, sachant que S égale 0. Et on va le comparer avec la probabilité que votre classifieur prédise un succès, sachant que vous êtes dans le cadre majoritaire. Donc, si votre classifieur est totalement juste, eh bien ça va être indépendant de S, donc ça doit être égal à 1. Et donc, plus vous allez avoir un rapport qui est petit, plus en fait le groupe majoritaire va être avantagé par rapport au groupe minoritaire. C'est un petit peu comme un rapport de Cotte pour ceux qui
qui savent ce que c'est. Donc ça, en fait, ce critère-là, c'est un critère qui s'appelle le disparate impact. Et le disparate impact, ça existe depuis les années 70 et c'est utilisé actuellement dans la loi américaine. La loi américaine dit que dès qu'on utilise un algorithme pour prédire et qu'il y a des variables dites sensibles, ce disparate impact, alors ils n'imposent pas qu'il soit égal à 1, mais ils imposent qu'il soit supérieur ou égal à 0,8. Si vous êtes avec un disparate impact plus grand que 0,8, soit vous arrivez à prouver que c'est normal, soit vous êtes condamné parce que vous avez créé un algorithme qui est dit discriminant aux yeux de la loi. Donc voilà un critère qui est utilisé pour calculer le déséquilibre. On pourrait dire qu'en fait, ce déséquilibre, on peut aussi le voir dans les données. Et effectivement, si Y, c'est la vraie variable, on peut calculer exactement le même rapport en remplaçant simplement la prédiction par la réalité des données. Donc, vous avez le biais dans les données qui est, dans les données que vous avez, le pourcentage, si vous voulez, de personnes qui ont remboursé leur crédit, sachant que ce sont des femmes, et par rapport aux gens qui n'ont pas remboursé le crédit, sachant que ce sont des hommes. Et donc, du coup, ça, c'est le biais qui est prévu dans les données. Donc, à minima, si vous êtes en Amérique, vous avez ce rapport-là qui doit être plus grand que 0,8. Si vous voulez que ce soit totalement juste, ça doit être le plus proche possible de 1. Et par contre, à minima, il ne faut pas que l'algorithme que vous avez prédit augmente le biais déjà présent dans les données. Donc si au-delà de tout critère lié au droit, la morale voudrait que le classifieur ne pas dégénérer la situation et ne surpénalise pas le groupe minoritaire par rapport à la situation déjà rencontrée dans les données. Or, en fait, quand on fait du machine learning, eh bien, on essaie de trouver ces corrélations et on s'appuie dessus. Et du coup, les algorithmes, en fait, ont tendance à augmenter le biais qui est déjà présent dans les données et à rendre la situation, à empirer ce type de situation. Alors, pour le voir, on peut regarder ce petit schéma. Ce petit schéma, donc c'est un algorithme, on l'a mis dans Wikistat. Vous pouvez le retrouver, faire machine learning dans Wikistat. Vous voyez, ça c'est le niveau du biais qui est déjà présent dans les données, donc par rapport à la variable qui ici est la variable genre. Donc voici le biais qui est déjà présent dans les données. Si on prédit avec des algorithmes qui sont une régression logistique, alors celui-là c'est un arbre de classification et là c'est un gradient boosting. Et bien, ce que vous pouvez regarder qu'en fait vous avez renforcé le biais. Et donc si on teste statistiquement, est-ce qu'on a bien baissé le biais? Je vous ai mis, on peut le voir avec les boxplots, on a fait tourner en bootstrapant l'échantillon. Vous pouvez vérifier qu'on a bien augmenté le biais en prédisant, même si l'algorithme, vous voyez, il a de bonnes prédictions. Il prédit bien sur le jeu de données à 85%. Par contre, on a vraiment surutilisé la variable genre et on a fait en sorte que les femmes soient vraiment pénalisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est puni par la loi et qui est même moralement répréhensible d'utiliser une simple corrélation comme une causalité. Alors, on peut imaginer d'autres biais, par exemple, le biais suivant qui s'appelle le biais d'equality of opportunity, donc l'égalité des chances. Cette fois-ci, on regarde plus simplement si la décision ne doit pas dépendre de la variable S, mais on peut regarder la performance de l'algorithme. On pourrait imaginer un algorithme qui a
le même taux pour les hommes, pour les femmes, mais en fait, cet algorithme regarderait en détail les données des hommes et pour une femme, tirerait à pile ou face, simplement en faisant attention qu'il y ait le même nombre de femmes à qui on accorde un crédit que d'hommes. Donc dans ce cas-là, l'algorithme se paraîtrait juste, mais si on regarde cette probabilité, c'est la probabilité que l'algorithme ait donné un crédit alors qu'en fait la personne n'a pas pu le rembourser. Eh bien en fait, on peut regarder que ici, l'algorithme a favorisé les hommes, c'est-à-dire que l'algorithme a été beaucoup plus radical pour les femmes que pour les hommes. Donc en fait, on peut aller demander de l'égalité, non seulement sur la décision, mais sur le fait que l'algorithme doit être aussi performant pour les hommes que pour les femmes. Ça, c'est quelque chose dont on regarde beaucoup, par exemple, en médecine, où on a certaines catégories de la population qui peuvent être sous-représentées dans les échantillons, et pourtant, on aimerait qu'un médicament ait la même efficacité sur toute la population. Donc, c'est des questions qui sont très importantes et qui sont liées au droit. Donc, le droit américain a déjà pris en compte une partie de ces problématiques. Alors, pas parce qu'ils sont plus éthiques que nous, mais parce que l'utilisation de l'IA dans la vie de tous les jours est beaucoup plus développée et touche un grand nombre de thématiques comme la police prédictive, la justice prédictive, l'attribution de risques, l'attribution de crédit. Ils ont vraiment énormément recours à ce type d'algorithme. Et donc, il a fallu… Et ensuite, ils ont des facilités pour faire des actions de recours. C'est une société où la justice le recours à des avocats est beaucoup plus systématique que dans nos sociétés européennes. Donc, ils ont beaucoup théorisé cette notion de biais. Ça existe depuis 2018, depuis mai 2018 en Europe, avec le RGPD, qui est le Règlement général de protection des données, où il est écrit noir sur blanc qu'un algorithme ne doit pas discriminer. Alors, bien entendu, dans le droit français est beaucoup lié à une notion de jurisprudence. Donc, les gens attendent la première condamnation dans un tribunal français pour que pour que ce genre de test se généralise, mais au rythme où ça va arriver sans doute assez vite. Donc, c'est des notions qui sont très importantes. Et si vous êtes, si vous voulez travailler dans un environnement non plus français mais européen, le RGPD pose déjà beaucoup de questions sur la table. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent à proposer des moyens de quantifier le biais, quantifier ce que c'est qu'un algorithme éthique pour essayer, si vous êtes positif, pour essayer d'utiliser, de mieux contrôler l'utilisation de l'IA. Si vous êtes négatif, vous pouvez penser qu'on utilise ça pour essayer d'imposer l'utilisation de l'IA dans un grand nombre de cas où il ne faudrait pas l'utiliser. Peut-être qu'en justice prédictive, c'est assez compliqué d'utiliser l'IA, mais si on a des critères pour prouver qu'elle est éthique ou pour quantifier les discriminations, bien, ça va permettre de généraliser les pratiques à un grand nombre de cas en disant « ne vous inquiétez pas, nos algorithmes sont certifiés ». Donc, juste pour conclure, c'est très important parce que quand vous donnez du pouvoir à un algorithme, à une machine, quand vous le croyez, eh bien, en fait, vous croyez les gens qui l'ont fait. Donc, il faut que les data scientists aient une réflexion sur les algorithmes qui créent leur vraie responsabilité au sein de la société. Et donc, c'est compliqué parce que
il y a certaines situations où imposer des critères d'équité améliore, c'est la première chose que je vous ai montré, améliore la performance de l'estimateur. Dans d'autres cas, il améliore la société, il améliore la performance, mais pour une société à venir. Si vous essayez de faire un algorithme plus juste qui mène les femmes à des postes à haute responsabilité, si vous regardez par rapport aux données actuelles sur les présidents des groupes du CAC 40, notre algorithme, on espère que dans 20 ans, un algorithme qui serait juste ait raison. Donc en fait, tout est un problème où il va falloir essayer d'avoir une espèce d'équilibre entre la précision, l'équité et ce que vous voulez en termes de place que vous voulez avoir à jouer dans le monde à venir. Et tout ça derrière, en fait, si au minimum vous êtes capable d'expliquer les algorithmes, si vous ne vous contentez pas de faire un gros réseau de neurones qui sont totalement inexplicables, si vous êtes capable de comprendre quels sont les critères qui ont été utilisés pour prédire, ce sera déjà un premier pas. Si vous voulez tester des algorithmes, au sein d'Anity, on a fait déjà quelques toolbox que je vous indique en bas pour pouvoir essayer de challenger vos algorithmes et voir s'ils sont biaisés ou s'ils ne sont pas biaisés. Juste pour conclure, j'ai pris les données que vous allez regarder et puis on peut regarder est-ce qu'il y a sur un petit essai, est-ce que en fonction de la proportion de femmes, je ne peux pas essayer de prédire certains métiers? Et vous vous apercevez qu'il y a un déséquilibre. Si vous voulez être un rappeur femme, eh bien ça sera compliqué. Si vous voulez être une infirmière homme, ça sera plus compliqué, mais ça sera aussi compliqué si si vous lisez un CV et que vous avez fait des études qui s'apparentent à de la biologie ou de la médecine, on va plutôt favoriser, si vous êtes une femme, on va plutôt vous conseiller de faire infirmière, alors que si vous êtes un garçon, on va plutôt vous conseiller d'être chirurgien. De la même façon, si vous êtes une dame, on va plutôt vous conseiller de faire du mannequinat et on va réserver les software ingénieurs ou les data scientists à des postes plutôt masculins. Et donc, pour conclure, quand vous allez jouer sur vos données, vous allez essayer de regarder les CV, essayer de voir si on peut prédire des métiers des gens ou faire des recommandations, et bien en fait, il faut faire attention aux discriminations. Alors, j'ai pris un exemple de discrimination, homme-femme, on peut penser à d'autres. Ce sont des applications qui ont une portée sociétale très importante. Donc, il faut que vous soyez responsable et essayez d'être le plus éthique, le plus juste possible. Voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions? Elle est drôle l'image en vrai. De façon triste. Si vous avez des questions et que vous avez peur de les poser à l'oral, vous pouvez les écrire si vous voulez. Déjà, visiblement, ils ont peur de mettre leur webcam, donc... J'ai une Ouais, petite c'est question, timide. juste. C'est naïf comme question, mais j'aimerais juste la poser. Pourquoi prendre en compte le genre dans les données, sur l'entraînement? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Pourquoi prendre en compte le genre dans l'entraînement du modèle? Alors, c'est une question très intéressante. Je voulais qu'on me la pose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut le prendre ou ne pas le prendre. En fait, si vous lisez je vais peut-être remettre le lien du Wikistat tout à l'heure. Si vous lisez
le papier qu'on a fait et ou l'algorithme du Wikistat, en fait, quand vous donnez toutes les variables, vous mettez toutes les données dont vous disposez, et puis vous dites, ben voilà, les variables qui me gênent, les variables, là je vous en avais pointé deux, qui étaient l'origine ethnique et le genre, ben je ne vais pas les mettre parce que je n'ai pas envie de les utiliser. Et en fait, ce dont vous pouvez vous apercevoir, c'est qu'en fait, l'algorithme les apprend. En fait, l'algorithme n'a pas besoin de savoir qui est un homme, qui est une femme. En fait, il va les reconstruire à partir des données, parce qu'en fait, la corrélation homme-femme existe tellement dans les données que vous avez que le mettre ou le pas le mettre, ça ne change strictement rien. Et D'accord. Comme l'exemple de l'heure. Pardon? Comme l'exemple de l'ordre sorti tout à l'heure. Oui, je parle très concrètement sur cet exemple-là, en fait. Les données sont tellement corrélées les unes aux autres que vous réapprenez le genre à partir des autres corrélations. Et du coup, si on y réfléchit, quand on fait ça, ça veut dire que la preuve légale utilisée en Europe et puis partout dans le monde n'a aucune efficacité face à l'algorithme, parce que la preuve légale s'appelle le testing. Le testing, qu'est-ce que c'est? On prend un CV d'homme et un CV de femme, on met la même chose et on l'envoie à une entreprise et on regarde si la sortie est différente. En fait, là, dans mon algorithme, l'algorithme ne regarde même pas, n'a pas besoin qu'on lui dise si c'est un homme ou une femme, il va juste comprendre à partir des données qui est l'homme, qui est une femme. Donc, changer la variable, ça n'a aucune importance. On peut avoir un algorithme qui a l'apparence de l'équité et qui va en apparence traiter de la même façon les hommes et les femmes, mais qui va pouvoir totalement discriminer les femmes. C'est ce qu'on montre dans le papier dont je mettrai tout à l'heure sur le chat le lien. Moi, j'ai l'impression que la problématique posée, en fait, nous fait nous interroger sur la nature du problème. En fait, parce que là, j'ai plus l'impression que c'est un problème de jugement et pas vraiment un problème de prédiction. Parce que les algorithmes qu'on qualifie d'injustes, finalement, c'est des bons prédicteurs par rapport aux données qu'ils ont reçues et même par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc, si le but, c'est de prédire le résultat, en fait, ils sont corrects, mais ce qu'on attend d'eux, c'est pas une prédiction, mais plus un jugement, c'est ça? Alors, une décision. Alors, ça dépend où est le biais, en fait. Dans le premier cas, les données, en fait, que vous avez ne correspondent pas aux vraies observations, aux prédictions. Parce que dans le premier cas que je vous ai mis, qui est ici, en fait, si je prends le problème du recrutement, en fait, on suppose que le recruteur, il a recruté les gens en fonction de leur vraie qualité, parce que le recruteur sait les recruter. Mais par contre, cette vraie qualité, vous ne l'observez pas, vous observez qu'une variable, des notes par exemple, qui n'est pas la vraie qualité. Donc en fait, quand vous allez essayer dans ce cadre-là, sans contrainte de fairness, en fait, vous allez faire moins bien qu'avec une contrainte de fairness. Parce que les Y, ils viennent vraiment des X étoiles. Donc, ajuster les données ici, si vous ajustez vos X sur vos Y, comme le vrai Y, en fait, c'est une fonction de ce X étoile que vous n'observez pas, eh bien, vous allez faire moins bien. Par contre, si vous êtes dans ce cadre-là, oui. Dans ce cadre-là, quand vous ajustez un modèle juste, eh bien, comme les données, en fait, elles sont totalement biaisées, là, vous faites moins bien. Ok, d'accord. Marc Arsan dans le chat qui demande où en est l'état de l'art dans ce domaine. Alors, c'est un des 3 domaines où il y a le plus d'activités en machine learning. Il y a
peu près, je dirais, dans les 1 millier de soumissions, 1 millier de papiers par an à peu près. Donc ça va, il y en a plus qu'un par jour à peu près de papiers de recherche qui sont faits dans cette thématique. Donc l'état de l'art, c'est compliqué parce que ça va très vite et il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Donc il n'y a pas d'état de l'art figé actuellement. C'est comme il y a 3 domaines. Il y a donc la fairness, il y a l'explicabilité et ensuite il y a les réseaux de neurones profonds. Donc ça, sur ces trois domaines, il n'y a pas d'état de l'art qui existe de façon robuste puisque c'est des choses qui changent beaucoup. Donc l'état de l'art, je ne peux pas vous répondre tel quel en fait. Bonne réponse. Surtout qu'il y a des gens qui travaillent à la fois en informatique, en maths, et il y a des gens qui travaillent en sémantique, il y a des gens qui travaillent dans le domaine du droit, il y a beaucoup d'interactions entre tous ces domaines. Une autre question ? Ok, je vais laisser la place à Max. Ok, alors, si je partage. Ok, donc normalement, vous voyez mon écran. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Max Alford, je suis doctorant à l'IMT à l'IRIT. Et du coup, je soutiens ma thèse lundi, donc j'aurai bientôt fini. Donc, je vais vous présenter le défi. Alors, Cécile Chouquet a déjà fait un recap, donc, mais je ne sais plus si ça fait 4 ou 5 ans que ça existe. Mais en gros, au début, avant ça, on avait, bon, il y en a déjà qui vous le savez peut-être, il y avait un site web dédié au concours, donc qu'on maintenait avec Brendan. Cette année, on a décidé d'utiliser Kaggle. Donc, on a cédé à l'hégémonie de Kaggle et de Google. Certains sont frustrés, mais bon. Ça a ses avantages. Surtout, nous, niveau maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, le site du concours n'est pas encore disponible. Le concours commence demain. Le lien sera privé. Donc, c'est un lien que je vais partager, qu'on va partager avec les chefs de formation. Et donc, ils vous le communiqueront par mail, j'imagine, ou bien par une plateforme. Mais là, du coup, moi, j'ai accès à la vue administrateur, donc je vais vous présenter le concours. C'est exactement comme vous le verrez. Donc, vous avez un petit descriptif. Donc, je n'ai pas de slide, je vais juste vous montrer le site et discuter. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est de toute façon des choses qui sont écrites sur le site. On a essayé d'être complet. Donc, c'est une tâche de NLP. C'est une tâche de NLP où, pour faire court, le but va être de prédire un post à partir d'une description. Donc, donc ça va être des données qui viennent de Common Crawl. Donc, Common Crawl, c'est une base de données continue qui récolte des données sur le web. Donc là, ça va être le web anglais. Et ça va être des pages, ça peut être LinkedIn, ça peut être des CV, ça peut être des pages web personnelles où il y a une description. Donc, une personne qui se décrit, qui raconte son histoire, ses études, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ou qu'est-ce qu'elle a fait avant. Et le but, ça va être d'essayer de deviner son métier à partir de ça. Donc, vous allez avoir 28 métiers, pour faire simple. Donc, dedans, oui, Jean-Michel vous a montré un graphique. Il y a des rappeurs, il y a des infirmiers, il y a des architectes. Donc, voilà. Donc, à noter que Common Crawl, c'est une base de données très, très généraliste, donc qui représente assez bien représente assez bien le web anglais. Beaucoup de notifs. Non, pardon, tout va bien. Et c'est notamment sur quoi a été entraîné le modèle d'OpenAI, donc la boîte d'Elon Musk, c'est le fameux GPT-3. Alors, c'est intéressant comme données parce que c'est des données représentatives du vrai monde et du coup qui contiennent des biais représentatifs de ce qui se passe dans la réalité.
Donc, notamment, une des questions là, c'était pourquoi est-ce que… Donc, enfin, Jean-Michel a précisé que parfois, on a accès à des données qui sont biaisées, mais là, on sait qu'on a des données qui sont assez représentatives de la réalité. Donc, tout étudiant qui fait partie d'une fac, donc on prend que les facs françaises pour le moment, peuvent participer. Quand vous participerez, donc vous verrez, c'est assez intuitif sur Kaggle. Je vais expliquer un peu le déroulé, enfin, donner quelques détails. Une chose à noter, c'est que donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de participer en équipe. Donc, il me semble sur Kaggle, on peut aller jusqu'à des équipes de 8, bien que je pense que vos chefs de formation vont vous encourager à faire des équipes de 2, 3, 4 personnes. Donc, on aimerait, et ce sera même une règle, enfin, je peux pas vous forcer à le faire, mais mettez du coup le pays d'appartenance de votre fac, le nom de votre fac, donc un acronyme peut-être, donc Université Paul Sabatier, mais vous pouvez mettre UPS ou bien juste mettre Paul Sabatier, et votre nom d'équipe. Nous, ça nous permet ensuite de faire des statistiques descriptives sur combien de personnes ont participé, et voilà. Donc, alors, quelques critères. Donc, je vais vous montrer les données un petit peu maintenant. Vous, du coup, n'avez pas le droit d'utiliser des données externes. Alors, quand on y réfléchit, c'est assez facile ce concours de rajouter des données externes parce qu'on peut trouver des descriptions de postes pour les métiers qui sont demandés. Donc, on compte sur vous pour ne pas utiliser ça. De toute façon, j'aurai un mécanisme pour détecter si vous l'avez fait ou pas. Alors, par contre, vous avez le droit d'utiliser des modèles préentraînés. Alors, les modèles préentraînés, c'est quelque chose d'assez à la mode en deep learning. C'est des réseaux de neurones qui ont été entraînés à des tâches qui sont autres que la classification de métier. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être… enfin, il y en a plein. On peut les utiliser pour faire ce qui s'appelle du transfer learning. Donc, c'est utiliser des réseaux de neurones qui ont été entraînés à faire une tâche, à les réentraîner ou utiliser une partie de leur connaissance pour les transférer sur une tâche en particulier. Donc là, vous avez le droit d'utiliser ça. Alors, lorsque le concours sera fini, donc le concours dure 3 mois, pour être éligible à gagner un prix ou à faire partie du classement, vous devrez envoyer votre code pour inspection. Donc, c'est moi qui vais m'occuper de l'inspection. Donc, si vous êtes premier, mais que vous ne m'envoyez pas le code, vous ne serez pas considéré premier, en fait. Je supposerai que vous avez de toute façon utilisé des données externes ou quelque chose du genre. Donc, je vais revenir de toute façon sur un peu les détails de ça. Mais évidemment, lorsque c'est possible, je vais essayer de lancer votre code ou bien de l'inspecter et d'essayer de voir que c'est bien que vous avez été fair play, quoi. Donc, juste pour finir sur cette page, donc, merci du coup à notamment Laurent Risser et Jean-Michel Loubès pour avoir proposé et mentionné ce jeu de données en particulier. Et du coup, merci à Brendan Gilway qui peut-être fait partie de la présentation qui est là, pour avoir scrappé les données et les avoir mis à disposition. C'est un vrai travail d'équipe. Donc, les données. Vous avez plusieurs fichiers. Alors, vous allez avoir un jeu de données qui contient du coup les descriptions de postes. Donc, c'est un jeu de données d'entraînement. Dedans, il y a à peu près 220 000 descriptions de postes. Donc, c'est des données JSON, mais comme indiqué, vous pouvez facilement les lire si vous utilisez Python dans un data frame Pandas. Vous aurez du coup accès au label pour le jeu de données d'entraînement. Donc, il y a 28 classes. C'est relativement déséquilibré. Donc, par exemple, vous avez probablement plus d'infirmiers que de rappeurs. Donc, les labels sont indiqués en chaîne de caractères. Pour pouvoir faire une soumission, il se trouve que vous devez donner des numéros de catégorie et pas les descriptions de poste. Donc, par exemple, architecte va correspondre à 3. Donc, vous avez un petit dictionnaire qui vous fait le mapping entre l'intitulé du poste et le numéro. Donc, évidemment, aussi, vous aurez un jeu de données de test. Et le but, c'est de faire des prédictions sur le jeu de données de test et de soumettre ces prédictions. Donc, le format
des prédictions vous est donné, vous avez un fichier qui s'appelle Template Submissions qui vous montre à quoi doit ressembler le fichier CSV. Donc ça arrive tous les ans, on fait ça tous les ans, on montre ce template, mais des élèves arrivent quand même à se tromper. Il faut bien mettre les bons noms de colonnes et il faut bien mettre les données dans le bon ordre. Donc normalement, c'est assez clair. C'est pas... Souvent, on a des concours où les jeux de données sont assez complexes avec beaucoup de variables, etc. Là, c'est très simple en fait. Alors, un des avantages qu'on a à utiliser Kaggle, c'est que vous avez du coup accès à des kernels. Les kernels, c'est des, comme on dit en français, des calepins, des notebooks Jupyter, où vous pouvez choisir Python ou R, et vous pouvez du coup lancer votre code sur ce kernel. Alors, c'est assez sympa parce que vous pouvez du coup profiter de GPU et de TPU. Donc, en fait, quand vous êtes sur un kernel, vous pouvez en fait décider d'utiliser un GPU ou un TPU. Alors ça, c'est super parce que si vous voulez entraîner des réseaux de neurones profonds, vous pouvez le faire. Pourquoi on a accès à ça? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Kaggle, du coup, c'est une plateforme compétitive de machine learning. Ça a été racheté par Google et du coup, ils donnent accès à leur infrastructure gratuitement, ce qui est assez super. Donc, comme je disais, donc les données, je peux facilement les lire juste pour montrer un exemple. Donc en fait, si vous regardez en haut à droite d'un kernel, vous voyez les données qui sont à disposition. Donc en fait, je peux facilement juste accéder à ces données sur la plateforme. Donc là, ça lit les données. Donc c'est assez simple. Vous avez du coup un data frame, vous avez la description de poste. Donc là, vous voyez, je ne vais pas aller dans le détail, vous verrez bien par vous-même, mais vous avez du coup aussi le genre. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous parler de comment on va mesurer votre performance. Donc, pour faire un récap sur la fairness, c'est assez intéressant, je pense, que ce problème. Pourquoi? Parce que donc il y avait cette question qui était super de pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas juste le genre. Là, du coup, vous avez un jeu de données avec le genre. Donc, je vais rentrer dans le détail de comment on va mesurer votre performance. Effectivement, on va vouloir créer un modèle qui soit fair play par rapport au genre. Donc, évidemment, vous pouvez avoir un modèle qui va ne pas inclure le genre comme variable. Mais vous voyez déjà que dans la description de poste de la première observation, vous avez un she dedans. Donc, en fait, vous pouvez de toute façon deviner le genre à partir de la description. Alors, en ce qui concerne le scoring, je pense que je vais parler de ça maintenant. Donc, l'évaluation. Donc, tout le monde peut le lire ici. Alors, cette année, c'est un peu particulier, c'est un peu innovant. Il va y avoir 3 prix à gagner. Alors, on va, d'une part, mesurer votre performance globale, enfin, la précision de votre modèle, à quel point vous êtes capable de prédire le poste à partir de la description. Et pour ça, on va mesurer ce qui s'appelle la macro F1. Donc, la F1, c'est une moyenne harmonique entre le rappel et la précision. Donc, ça montre la qualité d'un modèle de façon un peu générale. Une macro moyenne, c'est une moyenne qui ne prend pas en compte le support des classes. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas, dans ma métrique, privilégier les infirmiers aux rappeurs parce qu'il y a plus d'infirmiers. En fait, c'est juste une moyenne non pondérée. Donc, sur Kaggle, vous avez un leaderboard. Donc, un leaderboard, c'est tout simplement juste le classement à l'heure actuelle. Le score qui va vous être affiché va être la macro F1. Donc, vous serez classé par rapport à ça. Donc, le minimum, c'est 0 et le maximum, c'est 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le leaderboard que vous voyez, il est évalué sur 50% des données de test. Alors, les 50%, vous ne les connaissez pas, c'est des données, c'est aléatoire. Nous, quand on va mesurer votre réelle performance, donc ça, c'est ce qu'on appelle un leaderboard public.
le leaderboard privé sera accessible à la fin du concours, lorsque ce sera fini. Donc évidemment, vous ne pouvez pas le voir, il n'y a que moi qui peux le voir. Le but, ça va être d'être le premier sur le leaderboard privé. Donc, il ne suffit pas d'être premier et d'overfitter sur le leaderboard du public, il faut être bon sur le privé. Donc, il faut généraliser, en fait. Hop. Tac, tac, tac. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que… Donc, évidemment, c'est important, on l'a dit, enfin, le but du machine learning, c'est d'être précis. Moi, je pense, si je peux donner mon opinion, que ça, c'est une vision fataliste des choses. Effectivement, le machine learning, enfin un modèle machine learning, ce qu'il fait, c'est qu'il mémorise un petit peu les données et il reproduit les biais qu'il voit. Donc ça, c'est une vision un peu fataliste des choses, c'est de dire, oh bien, eh bien, c'est le monde qui est biaisé autour de moi et je ne fais que répéter ça, en fait, répéter les biais qui existent, enfin, qui sont inhérents à notre société. Donc, il y a plein de choses, enfin, beaucoup de gens sont en train d'en parler récemment. Vous avez notamment sur Twitter, il y avait cet exemple-là de l'image d'Obama qui était pixelisée, et quand on la dépixelise avec un réseau de neurones, on obtient une personne blanche. Pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement de données blanches dans le jeu de données d'entraînement que enfin, le modèle est pas intelligent, en fait, il mémorise, hein, il généralise pas. Ça a été un peu ça a allumé la poudre sur Twitter. Il y a notamment Yann Lequin qui a défendu cette… donc Yann Lequin, prix Turing en intelligence artificielle, qui a défendu cet aspect fataliste des choses et de dire mais c'est les données qui sont biaisées, c'est ça qu'il faut changer. Il avait raison, c'est normal. Il énonçait un fait scientifique, un fait algorithmique, si vous voulez. Mais beaucoup de gens sont attaqués à lui pour lui dire bah, toi, en tant que personne qui a de l'influence, tu ne peux pas juste dire des choses comme ça. Le machine learning peut être utilisé comme un mécanisme pour casser ce cercle vicieux. Bon, ça a fait ce que ça a fait. Yann Lequin a notamment quitté Twitter parce qu'il s'en est pris un peu plein la tronche. Mais voilà, moi, je pense que c'est important de faire l'opposition entre l'optimisme et le fatalisme. En fait, vous pouvez juste vous dire, oui, je vais répéter les biais qui existent ou qui sont inhérents, mais je peux aussi utiliser du machine learning comme un mécanisme pour casser le cercle. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être? L'idée, ça va être d'essayer de sacrifier de la performance, de la précision, au bénéfice d'un équilibre, d'une justice. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est qu'on va prendre les 10 meilleures solutions sur le leaderboard privé et on va mesurer votre capacité à être fair. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, alors, on n'a pas encore établi 100% les métriques, mais on est assez certain de comment ça va se passer. On va mesurer la disparate impact, donc ce que vient de vous présenter Jean-Michel. Notamment, on va mesurer ce qui s'appelle une macro disparate impact. Donc, en fait, on va regarder la moyenne des disparate impact, la macro-moyenne pour toutes les classes. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la classe architecte et que 80% du temps, votre modèle dit oui, c'est un architecte alors que c'est un homme, et 20% du temps, oui, c'est un architecte alors que c'est une femme, eh bien, on va mesurer le rapport de ces deux choses. Donc, 4 fois, enfin, un homme a 4 fois plus de chances d'être, donc c'est un odds ratio, hein, c'est 4 fois plus de chances d'être un architecte qu'une femme, selon mon modèle. Bien, on va faire cette fraction pour chaque classe. Donc, ça peut être 3 pour rappeur, ça peut être 4 pour infirmière, 6 pour architecte. Et le but, ça doit être de minimiser cette métrique. Donc, pour minimiser, le plus petit, c'est 1. Et donc, voilà. Donc, il va falloir être précis et il va falloir être bon sur ça. Donc, on fait cette mesure, on prend cette mesure que pour les 10 premières solutions parce qu'en fait, on veut essayer d'avoir un modèle qui a un compromis. Un modèle qui soit assez bon, qui soit assez précis, mais qui soit assez fair. Donc, en fait, c'est intéressant parce que là, vous allez avoir un modèle qui va être pas forcément aussi précis parce que si vous voulez, le but, c'est que si on veut mesurer que sur la performance, en fait, la tâche serait d'essayer à quel point es-tu capable d'apprendre la distribution des données qui est dans notre monde. Là, on est en train de vous demander plutôt d'imaginer un monde meilleur où les données seraient, où la distribution des sexes en fonction des métiers soit uniforme. Donc, on pense que c'est assez intéressant. On pense notamment qu'on est, jusqu'à preuve du contraire, le premier concours de machine learning qui
impose cette métrique, enfin, cette façon d'évaluer les élèves. Donc, j'espère que ça va vous motiver. Il n'y a pas juste cet aspect compétitif de c'est qui va gratter le plus petit 1% sur le leaderboard. Non, ça va être d'être assez créatif. Alors, ce que Jean-Michel vient de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément encore d'état de l'art. Je pense qu'il y a encore plein de place pour des solutions simples, que même des élèves de master peuvent apporter. Et donc, ça va vraiment être super de voir ce que vous allez faire. Le dernier prix qui va être délivré, ça va être donc c'est encore pour le top 10 sur la première tâche. Ça va être, je vais regarder la qualité de vos solutions en termes de propreté. Donc, le but, ça va être, donc je vais faire un peu comme un concours canin, je vais vous donner des notes sur 10 pour la reproducibilité de votre solution, la lisibilité et la créativité. Donc, le but, ça va aussi, parce que je pense que pour moi, enfin c'est mon opinion, je pense que le machine learning, c'est aussi quelque chose où il faut être un bon ingénieur et produire une solution qui soit utilisable ou réutilisable, lisible et explicable. Ça, c'est super important aussi. Donc là, vous avez vraiment 3 aspects différents à essayer de maximiser. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le deuxième prix, donc la métrique de fairness, je pense que j'en ai dit assez pour que vous l'implémentiez vous-même, mais évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un notebook sur Kaggle avec le code pour mesurer votre fairness. D'accord? Donc, je vais le mettre à disposition dans la semaine qui vient, quand j'en aurai fini avec ma thèse. Voilà. En ce qui concerne du coup les formations participantes, du coup vous avez du coup tous les logos des facs qui sont là. Je le mettrai à jour parce que j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté pour participer aussi, d'autres chefs de formation. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer ou si vous avez des questions. En ce qui concerne le calendrier, ça dure 3 mois, donc ça va commencer demain. Ça va finir le 11 janvier 2021, si on est encore là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près fini. Donc là, vous avez peut-être des questions, donc on va passer aux questions. À noter que je serai disponible tout le temps sur le forum Kaggle. Donc si jamais vous avez des questions diverses et variées, vous avez un forum sur Kaggle. Donc n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai aussi vite que possible. Ou vous pouvez aussi utiliser ça pour discuter entre vous. Voilà, j'en ai fini. J'essaye de voir si je peux accéder au chat. Voilà, je vois 9 questions dans le chat. C'est bien la 6e année, d'accord, merci Cécile. Vous y veillerez, c'est bien. Donc les profs vont bien veiller à ce que vous ne trichiez pas d'une certaine façon. Donc Flossa demande, est-ce qu'on peut utiliser des modèles préentraînés? Oui, vous pouvez. Ce sont les mêmes TPU et GPU sur Google Colab. Alors, je vais spéculer, je vais dire que oui. Pourquoi? Parce que Google Colab et Kaggle appartiennent à Google. Du coup, j'imagine qu'ils utilisent la même architecture, la même infrastructure. Ce qui doit changer, c'est peut-être le... Non, mais ça ne doit pas changer grand-chose, en fait. Oui, alors du coup, on dirait le logo des étudiants sénégalais. Oui, je peux complètement le rajouter. Il faudra juste me le communiquer. Le partage de notebook, ça, c'est une super question. Je n'y avais pas forcément pensé. Donc, c'est vrai qu'en fait, sur Kaggle, vous pouvez avoir des notebooks privés. Donc, c'est que vous et votre équipe qui peuvent les voir. Vous pouvez aussi, du coup, alors sur Kaggle, on peut aussi partager des notebooks. Moi, je n'ai pas l'option de vous forcer à les garder privés. Donc, un des comportements un peu abusifs sur Kaggle, c'est que, alors si vous voulez, sur Kaggle, en fait, on peut upvoter des kernels et des notebooks et des discussions. Donc, les gens adorent avoir des médailles pour ça parce que ils peuvent dire qu'ils ont eu telle médaille sur Kaggle. Évidemment, si vous avez un très bon score et que vous partagez ça, ce n'est pas très équitable pour tout le monde parce qu'on sait que vous êtes bon. Alors, on sait que vous êtes bon, mais ce n'est pas fair play pour des gens qui sont peut-être moins compétents, mais qui ont quand même envie de participer. Donc voilà. Si vous partagez des notebooks, faites-le à but pédagogique.
à but pédagogique, juste pour expliquer une méthode ou pour lancer une discussion ou quelque chose du genre. Je pense que c'est même une super plateforme pour faire ça. Alors, Dia Tanguy demande si on fait top 1, il y a une récompense. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par récompense, mais gagner ce concours, c'est notamment bon, c'est la gloire éternelle, tout simplement. Alors, juste pour la petite histoire, moi, pour avoir organisé ce concours la première fois et pour avoir aidé à gagner la seconde édition, ça débloque des portes, hein. Enfin, je connais quelqu'un qui a eu un stage, un très bon stage en fonction de ça. Donc, oui, peut-être que vous aurez quelques prix, mais à l'époque du Covid, je ne sais pas s'il y aura encore une remise des prix, hein. Donc, si c'est un stylo que tu veux, on peut s'arranger. Mais oui, alors c'est une très bonne question de Seban. Sebban. Dans ce challenge, seul le gender est considéré comme une feature sensible. Donc, effectivement, oui, c'est que le sexe qu'on va regarder. Donc, en fait, on va regarder la distribution du sexe par rapport à chaque métier selon vos prédictions. Donc, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que souvent, quand on regarde le disparate impact, c'est fait pour mesurer l'impact sur une variable binaire. Est-ce que j'accorde un crédit à quelqu'un? Est-ce que je donne ce poste à quelqu'un? Là, c'est du multiclasse, donc c'est quand même assez intéressant aussi. Voilà. Il y a un délai entre la soumission et le résultat. Alors, ce qui se passe, effectivement, alors c'est une très bonne question parce que les années dernières, ce qui se passait, c'est que vous soumettiez et vous aviez du coup, vous deviez attendre 1 heure avant de voir la solution. Donc, ce n'est pas forcément très sympa comme expérience utilisateur. Ce qui se passe cette fois, c'est que vous faites votre soumission et c'est Kaggle qui va tout de suite mesurer la performance de votre score. Donc, le seul délai vient du fait de calculer la macro F1. Donc, normalement, c'est assez rapide, ça prend 5 secondes. Le délai entre 2 soumissions, il n'y en a aucun, sauf que vous avez le droit à 2 soumissions par jour. Alors, il me semble que c'est bien ça. Tac, tac, tac. Ouais, maximum daily, vous avez le droit à 2 soumissions par jour. Alors, une autre information, c'est que lorsque le concours va finir, avant que la deadline arrive, le 11 janvier, vous avez le droit de sélectionner 2 soumissions que vous voulez utiliser. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va garder votre meilleure soumission, mais vous avez le droit d'en choisir 2. Voilà. C'est 2 soumissions par équipe. Alors, en fait, vous pouvez tricher en faisant, je ne sais pas si je dois le dire, mais en restant séparés pour toute la durée du concours. Mais évidemment, vos profs et moi-même, on va bien vérifier que lorsque vous faites partie d'une équipe, vous êtes ensemble, quoi. Et si je vous vois en train de participer au concours et que c'est plus tard que vous fusionnez, donc c'est que vous avez abusé de votre système de soumission, je vais commencer à tirer les oreilles. De toute façon, je peux regarder le total des soumissions par équipe à la fin, indépendamment du fait que vous ayez participé, indépendamment ou pas. Donc, je peux de toute façon vous exclure du concours si vous avez fait trop de soumissions. Bon. De toute façon, le concours dure 3 mois. Typiquement, ce qui se passe, c'est que des élèves sont motivés pendant des périodes de 2 à 3 semaines, ensuite prennent des pauses. Donc, votre quota de soumission, vous n'allez pas l'épuiser, quoi. Bon, ce qui est assez un peu peut-être meilleur là, c'est qu'avant, il y avait cette possibilité de soumettre 1000 fois par jour. Là, vous ne pouvez plus le faire, donc il faut être un peu plus parcimonieux avec nos soumissions. Il y a une baseline du coup qui est soumise. Donc, c'est un kernel, un notebook que Brendan a écrit. Donc, de ce que je me souviens, c'est juste une simple régression logistique avec des features TF-IDF. Et donc ça vous donne un score, une macro F1 de 0,72. Donc, ce notebook sera partagé. C'est juste pour vous donner une idée de comment charger les données et comment faire une prédiction, une soumission. Et voilà. Donc, évidemment, le but, c'est un petit peu de... Ça, c'est comment on dit autour de France? C'est la lanterne rouge, quoi. Le but, c'est un peu de dépasser ça quand même. Max, est-ce que tu peux préciser les soumissions sur le jeu privé à la fin? Le nombre de soumissions qui seront permises et à quel moment, en fait? 1 semaine avant la fin du concours, probablement?
Mais en fait, on peut choisir à n'importe quel moment du concours quelle soumission on veut utiliser. Par défaut, ça va garder les. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir. En fait, par défaut, ça va garder les meilleures soumissions sur le jeu de données public, en supposant que. Enfin voilà. Mais vous pouvez, si vous pensez que vous avez une soumission qui est un peu moins performante, mais qui a plus de chances d'être équitable, vous pouvez choisir ça en fait. En fait, dans mes soumissions, vous aurez une petite checkbox ici, Use for Final Score, et vous pouvez cocher ça et dire ben, je veux garder cette soumission pour le jeu de données privé. Les soumissions sans Piltel, non, hélas, vous n'avez pas de cumul de soumissions. Vous ne pouvez pas vendre des soumissions, c'est 2 par jour. Et ça reset à minuit. Encore une fois, moi, je pense que Kaggle excite beaucoup de gens parce qu'il y a quand même un côté dopamine au leaderboard. C'est quand même assez excitant de soumettre et de voir qu'on a monté dans le classement. Honnêtement, avec du recul, parce que moi, je fais pas mal de concours Kaggle, moi, je pense qu'on devrait carrément faire une soumission par semaine ou par mois. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, en fait, à utiliser ce leaderboard public comme une règle pour mesurer la performance de modèle. Il ne faut pas oublier que le but, c'est d'être bon sur le jeu de données privé, pas sur le public. Donc, ce qu'on appelle un shake-up sur Kaggle, c'est quand un séisme se passe, c'est que votre classement sur le privé ne reflète pas votre classement sur le public. Donc, pour pas vous, enfin, on n'a pas été tordu, on n'a pas créé un split train test qui fait que ça peut arriver. Mais votre approche doit quand même essayer d'être un peu scientifique et pas juste se concentrer sur le leaderboard public. Tu peux rajouter aussi qu'il faut faire attention de ne pas surapprendre l'échantillon Exactement. de tests Public. publics, parce que chaque année, en fait, il y a des gens qui sont premiers à l'issue de la première phase et qui ensuite perdent, alors ça peut être très léger, ils peuvent perdre une place, Oui. mais il y a l'an dernier, je crois, de mémoire, ils ont perdu 5 ou 6 places. Ouais, et moi je me souviens très bien de la seconde édition où quand c'était Raphaël Sourti qui avait gagné et il était 3e et il était en train de paniquer parce qu'il pensait qu'il allait perdre, mais il a été premier parce que, enfin, pour l'avoir aidé un petit peu, sa méthode était assez générale et générique et overfitait pas, quoi. Pas trop de variables, un modèle parcimonieux, c'est ça qui est important. Par contre, si vous êtes sous la baseline, sur l'échantillon de test, oui, là, vous pouvez vous poser des questions. Oui. Mais, Oui. Est-ce qu'on peut avoir juste un ordre de grandeur d'une bonne accuracy? Ce que je dis, hein, c'est qu'il y a une baseline, donc c'est 0,72. La macro F1, 0,72 pour 28 classes, c'est quand même déjà pas mal. On peut pas vous dire parce que j'ai pas essayé de faire force brute et d'essayer de faire le meilleur modèle. En fait, je pense que c'est pas forcément intéressant, là, la bonne précision. Le but pour vous, c'est d'être dans le top 10 et d'ensuite vous concentrer sur la fairness. Il y a 3 prix à gagner. Je vais pas vous cacher que le plus gros des prix, c'est quand même le prix sur la fairness, quoi. Celui qui sort un modèle qui est dans le top 10 et qui est fair, ben, c'est super et vous serez un des premiers, enfin, j'ai envie de dire au monde, à avoir fait un concours où vous avez gagné ce genre de prix, quoi. Donc concentrez-vous quand même là-dessus. Les distributions des classes. Alors, je peux pas trop en dire, c'est bon, mais je peux dire qu'on n'a pas été tordu, on n'a pas fait quelque chose. En fait, on a tout simplement séparé aléatoirement les données. Donc, il n'y a pas de coup tordu, quoi. Il n'y a pas une distribution de test où vous avez de façon disproportionnée plus de rappeurs que d'architectes. Donc, bon, vous pouvez quand même vous fier au public un petit peu. En fait, avec Brendan, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne veut pas que vous cassiez la tête à essayer de est-ce que j'ai une précision qui va être bonne sur le privé? Non, moi, ce qu'on veut sur l'aspect sur lequel on veut que vous vous concentriez, encore une fois, c'est la justesse de votre modèle. Donc, ouais, vous inquiétez pas trop pour la distribution des classes. Occupez-vous surtout de la précision. Alors, si je peux rajouter, en ce qui concerne la partie où vous allez me soumettre, enfin, vous allez m'envoyer votre code pour que je l'inspecte, ça aide aussi évidemment donc de bien documenter votre code et même si possible d'écrire un petit PDF de 2-3 pages pour résumer ce que vous avez fait.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'aspect fairness du concours et est-ce que vous avez proposé quelque chose d'innovant? Bon, je pense qu'on va rester là encore 2-3 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Sinon, merci beaucoup de participer parce que ça fait très plaisir de s'occuper d'un concours où On va revenir sur la distribution des classes entre l'ensemble de tests publics et privés. Parce que là, vous avez dit que vous avez effectué une distribution, en fait, vous avez effectué une distribution aléatoire. Mais ça me paraît un peu inquiétant. Bon, peut-être que c'est juste que je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais ça me paraît inquiétant parce que en récupérant un échantillon aléatoirement, comme ça, on peut avoir je sais pas, un dataset privé qui, par exemple, ne comporte pas une certaine classe, en fait. Et donc, ça Oui, risque effectivement. de Après, on s'est quand même assuré que dans la discipline privée, il y a quand même assez de métiers pour chaque. Ok, d'accord. Vous inquiétez pas, hein. De toute façon, il y a assez de données pour que ce genre de cas n'arrive pas. Mais Ok, cool. vous inquiétez pas trop là-dessus. Merci. Honnêtement, je peux donner, enfin, je peux mettre ma main à couper que la distribution du privé va refléter celle du public, hein. Je pense avoir assez d'expérience dans ce genre de concours pour savoir que ça va être le cas. Vous pourrez tous me charrier si ce n'est pas le cas. Donc du coup, pour les responsables de formation, on va vous envoyer le lien du concours demain ou ce soir. Et ce sera donc le concours sera, la page web sera disponible à partir de demain. Et ce sera à vous du coup de le partager à vos élèves. Et du coup, faites bien attention que vos élèves participent en équipe et mettent bien leur nom d'université et leur nom d'équipe et de pays sur leur nom d'équipe. Voilà. En fait, vous avez un onglet Team et vous pouvez mettre votre nom d'équipe ici. Brendan, je ne sais pas si tu as des trucs à rajouter, si j'ai tout dit. Non, si ce n'est bravo, c'était très clair. Carrément. Cool. Ok, merci. Moi, je vous propose d'applaudir pour remercier les intervenants d'aujourd'hui, en associant Brendan aussi pour la mise en place du site, l'accès aux données. Voilà, donc on n'est pas dans un amphi, mais on vous applaudit quand même pour vous remercier. C'est gentil. Bon, j'ai très hâte de voir vos solutions et vos discussions. Et n'hésitez pas à... En fait, les dernières années, pour être complètement transparent, il n'y a pas eu tant de discussions entre les équipes et les universités que ça. C'est quand même une super plateforme ici pour lier des universités entre elles et pour... Enfin voilà, vous êtes parti de petites formations, des fois de 30 élèves. Là, vous pouvez parler avec d'autres personnes qui ont les mêmes compétences que vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ça comme une plateforme pour voilà, parler à des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes problématiques que vous. C'est fait pour. Excuse-moi. Allô? Ouais. La question, c'est quoi les prochaines étapes? Y aura-t-il une autre présentation en dehors de celle-ci ou c'est terminé? Et- Eh bien, je suppose que ça va être lors de la remise des prix. Donc, le concours finit le 11. Donc, typiquement, 1 ou 2 semaines après, on fait la remise des prix. Toutes les années, on a fait ça en physique à l'INSA de Toulouse. Évidemment, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions on va être dans 3 mois. D'accord. Et excuse-moi, peut-être que j'ai pas tout suivi, mais là, il est déjà ouvert le concours? Non, ce Sur sera la page demain qu'il y qu'il avait. sera ouvert. Ouais. D'accord, demain, ok. Ok, cool. Et la vidéo qu'on est en train d'enregistrer là, elle sera disponible publiquement sur YouTube ou sur le site du concours? Ouais, donc effectivement, c'est enregistré.
On va s'arranger pour probablement que je peux mettre un lien sur la page du concours. D'accord. De Ok, même, on super. va mettre les slides de Jean-Michel Loubès dessus. Ok, super. Le concours se termine le 20 et la journée de restitution, c'est le 21. Donc, Ça se soit en finit le 20? présentiel, Ok. donc ça nous Ok, laissera c'est 10 bon. jours pour analyser les réponses. D'accord, parce que moi, je vois comme deadline qu'on a mis le 01-11. Mais, Ouais, mais ça, c'est la fin des soumissions. Mais les ah oui, d'accord. résultats définitifs, on les rendra Effectivement. 10 jours après, le temps qu'on analyse, etc. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Béatrice, le mot de la fin, ou Cécile, si vous voulez. Non, ben, on vous souhaite à tous une bonne, de prendre beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt dans ce concours. Et on vous donne rendez-vous donc le 21 janvier pour la conférence de clôture. Parfait. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bon concours.